Très bien. Alors, on peut proposer à messieurs Miller ou Sexton d'intervenir. Oui, merci beaucoup. C'était très, très intéressant euh, de la présentation que nous avons. Et j'ai mon collègue ici, Mark Sexton. Mark, you want to say hi? Il fait maintenant quelque chose parce qu'il est très bon avec les techniques, les Good choses afternoon. techniques. Good afternoon. Hello. Oui, c'est Oui, parfait. ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne, c'est formidable. OK. Alors, je commence. So I don't know actually whether I should speak in English because it's more natural. Um, I try French. So je vais commencer pour dire merci beaucoup à Nicolas Meus, professeur, pour communiquer pour cet après-midi. Et aussi pour, nous sommes reconnaissants à la société SFAM et la SBAM pour participer dans cette et contribuer dans cet atelier sur Ligeti pour le centenaire. Cette euh, belle occasion. Okay, I'm just wondering. Euh, discussion analytique sur le registre et l'espace dans la musique. De la musique à structure est rarement mise en avant comme étant d'une importance égale aux paramètres des processus rythmiques, harmoniques et motiviques. Et lorsqu'elle est mentionnée, elle est souvent reléguée à la mise en évidence de moments individuels d'intérêt registral. Pourtant, il est frappant de constater que le registre est ce que Wallace Berry a appelé pitch space, je ne sais pas en français, l'espace de hauteur ou pitch space, constitue un élément crucial du vocabulaire esthétique des compositeurs modernistes et postmodernes, et en particulier de la musique de Ligeti, pour qui l'exploration de processus novateurs a été la quête de toute une vie. En effet, dans son ouvrage Music Since the First World War, le musicologue britannique Arnold Whittle souligne que la technique de Ligeti, I'm quoting, peut être discutée en termes de processus plutôt que d'arguments. Et citant le double concerto de 1972 comme exemple, il note comment, another quotation, la musique évolue au moyen d'expansion et de contraction, de distinction entre textes simples et complexes et de l'utilisation d'espaces registraux étroits. Cette utilisation de registres et de l'espace en tant que processus est particulièrement révélatrice dans la musique pour piano, telle que les études. Et il est fascinant d'entendre Ligeti lui-même dans une interview accordée à le BBC Radio 3 que vous avez devant vous en 1997, qu'on peut voir sur le YouTube, c'est 2 heures, quelque chose comme ça, parler. Il décrit cette œuvre comme, quote, une musique tactile, pas seulement auditive. Il poursuit, ces pièces naissent d'idées simples, puis je les développe avec mes oreilles, mais toujours avec le retour de mes 10 doigts sur le piano. En effet, la notion de feedback des mains chez Ligeti inclut le mouvement autour de l'environnement géophysique du clavier, du piano, du clavier, les registres changeants et l'espace de hauteur, des aspects qui jouent un rôle structurel et expressif. Amy Bauer a écrit en 2019, l'approche compositionnelle de Ligeti accorde une grande importance à cette corporalité, reliant le sonore et le tactile, comme le montrent les propres esquisses de Ligeti pour l'étude numéro 1, dans lesquelles la division spatiale dans les premières sections en registre haut, moyen et bas est clairement marquée.
Et c'est quelque chose dans très bon article, publication, on voit les exquises pour les études et comment c'est son dessin, comment ça se passe dans la musique. L'objectif de cette présentation est de concentrer sur le processus du registre de certaines études pour le piano de Ligeti. En examinant en détail les études numéro 1 et 4 du livre 1, nous visions à mettre en lumière l'approche unique de Ligeti en matière de registre et son rôle dans l'élaboration de la narration globale de la musique et de la trajectoire émotionnelle des études. Grâce à une combinaison d'outils informatiques et d'analyse musicologique traditionnelle, nous découvrirons les modèles, les formes et les utilisations formelles de l'espace de l'auteur que Ligeti a employé dans son exploration des espaces et du paysage sonore du piano. Nous présentons d'abord un contexte général, introduisons notre méthodologie informatique et ensuite analysons les processus registraux dans les deux études. Nous concluons par des observations plus générales sur des études en tant qu'ensemble cyclique et sur les orientations possibles de l'analyse informatique. I think I might switch to English. Ligeti was a major force in new music in the 20th and 21st centuries, whose avant-garde oeuvre from the 1960s and after powerfully influenced subsequent generations of composers. Romanian-born and with a Hungarian training at the Liszt Academy, where he absorbed the styles of Bartók and Kodály, Ligeti veered towards electronic and aleatoric music after leaving Hungary in 1956 to work in the studios in Cologne and thence to Darmstadt in the 1960s and 70s to join the circle of Stockhausen and Boulez. Though his published analysis of Boulez's Structure 1A for piano was a seminal theoretical text on total serialism, he was never a member of that movement. Instead, he developed his own style, centering on micropolyphonic, textural and polyrhythmic layerings and interactions, and an exploration of new types of sonority, much of it inspired by electronic music. He composed 18 etudes across 3 books. The first book of 6 etudes, composed in 1985, was stimulated by the 60th birthday of Pierre Boulez, to whom the first 3 are dedicated. The second book of 8 studies was begun shortly afterwards in 1988 and completed in 1993. The third was composed between 1995 and 2001. Fortunately, there are many recorded versions, and for instance, the one we've just heard about by Pierre Aymar, of course, is one of the most well-known performers, and many are widely accessible. And the recordings that we're going to be used are by the British pianist Danny Driver, who also plays the etude. The pianist and musicologist Ian Pace, in a brilliant article from 2012, highlights how Ligeti himself resisted labels, and especially those of modernism and postmodernism. He regarded the etude as, quote, a completely different third way. Pace traces 6 distinct contextual constructions of Ligeti's music, not his own, and then he presents his own analysis, focusing on analytical parameters, including rhythm, meter, and cells, and on what he terms linear extraction, all of which clearly link Ligeti to the romantic piano tradition of composers such as Schumann, Chopin, and Liszt. While Pace does not discuss register in any detail, a substantial study from 2022 of Book 3 by Nicholas Namoradze gives due emphasis to this aspect, notably the correlation of the use of extreme registers with harmonic processes. Slightly earlier in 2006, Canadian composer Denis Boulian, a student of Ligeti, wrote an article on the etudes 1 to 6, which mainly focus on multicultural references. Yet, within his discussion of the first etude, Des Ordres, he describes register as a structural parameter, intimately connected with the physicality of performance.
the movement of the hands in various directions, and he thus anticipates Emily Bauer's investigation that I mentioned earlier. So if I just talk a little bit about some of the tools that we used. So in general, using some computational methods to analyze music. So both score, we're primarily working with scores, but it's also possible to extract features from audio too. And the premise and the idea of using these tools is that it allows us to analyze at scale, so ask questions around lots of pieces of music, but also give some new insights there as well. So that has two key advantages. So it allows us to have multiple different visualizations of the same piece. So here we're looking at lots of different representations of Etude 4, which can supplement our direct analysis of the score, this ability to have different perspectives and different lenses on the same piece of music. So we have some tonal network views here with this radar plot, which are indicating the incidence of certain intervals, but also melodic transformations here as well. The relative pitch parallel or leading tones, histogram of pitch classes for Etude 4 for again a different perspective here, and on our top right, pitch versus duration there, so we can see just immediately from these different kind of visualizations, this pitch versus duration, that our longer notes over to the right of this graph tend to be in the lower registers. So obviously we can get that information from the score, but this ability to be able to view the piece of music from these different perspectives can offer some new questions that we can explore further together with the score. The red and blue graph here, again, Etude 4, we've highlighted the ostinato notes here. So using the software to automatically identify those patterns, regardless of the register that they occur in, and highlight those. And again, it just gives us a slightly different perspective, representing the score information in a different way that might lead us to some new insights. And finally, a pitch range score here, so the pitch span that we're seeing at any time. Again, we can get this information from the score, but using different representations sometimes highlights some different insights there. So we're primarily using Music 21 toolkit, which is a Python library, and that allows us to work with MIDI files or music XML files of input scores. We're specifically focusing around register, and Music 21 it's really useful in parsing the input scores and allowing us to extract the pitch, duration and timing rhythmic data with precision. So using another library called matplotlib to visualize these findings in different ways, and that's enabled some additional analysis of where the registral peaks and pitch spaces and spans are. So we're not the first people to use some computational techniques. Namaradze has a macro harmonic approach there, was looking at different representations of pitch class sets and a sense of force there. Our approach is a bit more direct and data driven. So he's got a Lewin's metric that quantifies the strength of different pitch class sets and is looking at those in opposition to each other to see which of those is dominant at any time and how that works and influences the structure or represents the structure at any point. He concentrated solely on book 3. We're primarily looking at book 1 here, but there are lots of insights from that approach that gave insights to the underlying harmonic patterns in Ligeti's work. So our methodologies primarily, as I say, based around Music 21 and primarily looking at register. So plotting pitch ranges, pitch spaces, identifying ostinato patterns, and these give us a clear visual representation of some of the things that we're interested in
And it's a bit of an iterative approach where we're sometimes the graphs and plots highlight something interesting that would then revisit the score, or vice versa, you know, starting with the score and then sort of seeing how those patterns manifest themselves within the plots. I think it's back to Malcolm. Oh, you're muted, I think, Malcolm. Merci beaucoup, Marc. Je vais continuer en français. Peut-être c'est ça va plus facile. Alors, premièrement, je dois dire merci beaucoup à Marc parce que avec son expertise sur ces of this coding of the program Music 21, he's managed to do some wonderful graphics. Alors, à propos de l'étude numéro 1 que nous regardons dans cette graphe, Denis Boulian demande, quote, après avoir écouté une fois cette étude, qu'est-ce que l'auditeur en retient? Et la réponse qu'il donne, le sentiment d'un mouvement dirigé continu dans les différents registres de l'instrument. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, Boulian note à juste titre que la main droite se déplace progressivement du registre moyen au registre le plus aigu de l'instrument. La main gauche commence au milieu, mais descend progressivement jusqu'à atteindre le registre le plus bas à la fin de la première section, section A. La section A peut donc être vue comme s'ouvrant en éventail, ce qui permet à l'auditeur de suivre ces deux couches musicales qui deviennent progressivement plus autonomes. Alors, Boulian décrit ensuite la section B à partir de mesure 41 comme une stabilisation. Mais comme le montre notre diagramme ici, au lieu d'une stabilisation, il y a un éventail secondaire similaire dans le registre supérieur, une autre division qui remonte à la fin. So in the second section, I think you can see here in this diagram, we have the opening of the fan shape, as he's already described, to the lowest note and to the highest note, and that describes the first section. And the second section is another opening fan where you can see that the right hand is actually going to be climbing and the left hand is climbing. So it's not, as it were, a clear state of affairs. On the right hand side, we have a more detailed view of the same thing. So the piece is described on the right hand side and on the left hand side in a similar way, but there's more detail in the right hand side. And you can see, therefore, that the climb and the angle of approach of these peaks is much more gradated, as it were. So there's not a sort of sudden jump, but it's a sort of a type of smoother motion to get to the peak. And of course, the peak note is very important, that he reaches 6C8 at the end of the piece. And this is something which covers all the etudes. They have this very interesting use of the ending, which moves either up or down, or in some cases, both up and down. So I think just let's look at another view of this piece. If we can go to the next slide. I've moved back into English. Well, here actually is this a picture of the middle point and the way that it grows to that climax over here, and the dynamics are thought very, very loud at that point. So therefore, it's a reinforced climax, which is both registral and also, in fact, it works on very, very many different levels. So let's just we just go to the next slide, Mark, and let's just see it first of all in the. Okay, this is another view, and let me explain this picture, which is about the spans
of the highest and the lowest note at any particular moment, if you can get that. So it's the height from the lowest note to the highest note at each moment. And as you can see, the widest, the highest span, which is halfway between 6 and 7 octaves, occurs at bar 41, which is the point that we saw. So we can see again that the spans are constant in a way, but increasing at a constant rate. And that's the fanning out idea of the register of the low and the high sounds. And you can see that the second section has a similar trajectory, but in a sort of a less extensive way. And it doesn't show that the peak note will be the highest note of the keyboard. That's because this only shows vertical arrangements and they have to be, what happens when it goes up the keyboard is that the left hand also follows it up the keyboard, so that although it goes to the highest note, the range is still small. So let's go back and just hear that piece, that little bit, I suppose. We'll just hear this climax in the middle. Okay, thanks. So let's just now switch over to the fourth fanfare, which we're going to have a look at in a little bit more detail. So the fourth study, l'étude, is the fanfare. Now these are two representations of the piece, which, however, as those of you who know, it's made up of an ostinato and a fanfare level. This does not show that very clearly. It shows a growth, and it shows the high and the low and these different peaks and troughs, but it doesn't reflect the nature of the piece. So Mark very kindly devised a way of showing this much more clearly by isolating the two straight strata of the piece. And we're going to look at that diagram now, which is marked in red and blue. Can we do the next? Okay. So here we have a diagram which shows in broad outline what's going on in the piece. I'm just wondering whether we should, L'ostinato se situe à 7 niveaux d'octave, comme le montre clairement la visualisation graphique rouge-bleu. L'analyse montre d'un coup d'œil la conception processive et la relation contrapunctique entre les deux strates texturales distinctes. L'ostinato, une gamme ascendante octatonique composée de 2 tétracordes de gamme majeure sur Fa et Si à un tritone d'écart, représentés en rouge. Et les fanfares, des motifs d'accords syncopés, ici en bleu. Ligeti demande à l'interprète de maintenir une dynamique distincte entre les deux, l'ostinato restant toujours à l'arrière-plan. L'image globale ici est celle de 2 sections principales. La première se déplaçant dans une expansion assez régulière vers le haut et vers le bas en 3 vagues de séquences ostinato ascendantes, avec les fanfares au contrepoint au-dessus et au-dessous, vers le premier point culminant à mesure 136, 136 et 7, avec l'extrême registre atteint par l'ostinato en rouge et le plus bas par les fanfares en bleu.
avec les portées les plus larges atteintes à ce point. La deuxième section évolue vers une expansion et une étendue similaire dans les dernières mesures, sauf que le processus est beaucoup plus anguleux et zigzag entre l'aigu et le grave, avec les blocs d'ostinato plus courts qui bondissent à nouveau contrepointés par des changements de registre plus volatiles dans les fanfares, avec une descente audacieuse à la toute fin, à partir de laquelle la plus grande montée d'ostinato prend forme, du Do 1 en bas jusqu'au Do 8 à mesure 209, juste avant que les fanfares ne s'évanouissent à la fin. Le sommet précédent à mesure 136 étant B7, what's that? Do, ré, mi, fa, sol, la, ti, si, 7 en haut. Cela produit effectivement une fermeture à grande échelle au plafond du registre, un achèvement téléologique qui se reflète dans les marques dynamiques et de ceux des deux sommets. Si 7 à 136 et Do 8 à la fin. Mais au lieu de peut-être utilisant fortissimo, l'autre c'est pianissimo. Et on a 5 Ps, 5 Ps, et à la fin, on a 6. So can we have the next slide? Sorry. Oui, juste au bout, il y a 6 dynamiques. Puis c'est encore moins que l'autre. Let's just look at the next slide. Ici, c'est le pitch range, le span, et on voit la même chose qu'en 136, c'est le plus grand écart de basse et de en haut, et que c'est divisé en cette partie. On voit aussi que à la fin, c'est aussi très important, mais c'est pas le complet mesure de cet intervalle du clavier. Et ça c'est parce que c'est vertical et pas un après l'autre. Can we just do the next detailed graph? Thanks. OK, so ça c'est encore un petit peu plus de détails. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est parce que je ne sais pas combien de temps, Michel, j'ai combien de minutes qui nous restent parce que C'est possible une dizaine de minutes pour avoir le oui, temps de la discussion après? absolument. Je vais peut-être juste C'est parfait. parler ici. Parce que ce que je veux montrer, c'est qu'il y a pour cet détail les 3 ascendants ostinato sequences en rouge et que le deuxième est plus haut que l'autre et que le troisième commence plus bas et monte encore plus jusqu'à le premier climax, le premier pic, en anglais, sommet de cette ascente. En même temps, les fanfares sont okay, let me just see if I can say this. Le fanfare forme un contrepoint qui se déplace autour de l'ostinato, d'abord au-dessus, puis au-dessous, puis au-dessus. Et dans le ostinato, le ascendant secondaire, les fanfares sont au-dessus, puis à la fois en dessous et aussi au-dessus, et puis plus bas. Alors, on voit une systématique contrepoint dans ces deux en matière de registre. Ce qui est, il faut dire, c'est que
le sommet notable des fanfares est atteint sur l'ostinato le plus bas dans les mesures 95 jusqu'à 114. Alors, atteignant un sommet registral pour le matériau de la fanfare bleue, après quoi les fanfares sont au-dessus et de nouveau au-dessous et au-dessus, mais tombent clairement dans les basses profondes en mouvement contraire à l'ascension vers un sommet à le premier climax, 136. Significativement, c'est environ 2/3 en proportion, et c'est quelque chose qu'on va discuter juste dans la fin. Ce que je veux dire pour la seconde section, c'est que encore les zigzags, c'est plus court, chaque section est plus court, mais à la fin, il y a la descente des fanfares, que maintenant, c'est plutôt pas des fanfares, mais c'est des accords. Ligeti change le matériel de cette fanfare, alors que c'est des accords jusque depuis ici, dans le dernier descente. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de relation dialectique entre les deux strates, qui à son tour informe un drame narratif qui invite à de multiples interprétations. Par exemple, on pourrait affirmer que l'alternance ludique de fanfares plus haut et plus basse atteint une crise au premier point culminant, de sorte que les deux strates s'entremêlent davantage dans la section suivante, décrite plus haut comme un zigzag, et qu'enfin l'élément de fond, l'ostinato, atteint son expression la plus extrême et la plus large lorsque les fanfares tombent plaintivement vers le bas. On pourrait alors y voir l'expression d'une certaine ambivalence par rapport à la notion de célébration que peut-être le titre fanfare évoque, et que de changement par rapport à la constance et de changement par rapport à la constance, une conception philosophique. Il ne s'agit là que d'un récit potentiel. Quel que soit l'herméneutique appliquée, l'analyse présentée ici vise à illustrer la conception structurelle globale en relation avec l'espace sonore. Il s'agit clairement d'une forme délibérée, et Ligeti a mentionné son intérêt pour l'architecture musicale et l'utilisation de la portée de l'instrument. So, I'd like now to... Je veux introduire Marc qui va montrer comment... Mark, let's do this golden section. Quelque chose que unit, qui lie tous les études de cet livre. J'ai quelque chose sur le numéro 6, mais il n'y a pas assez de temps aujourd'hui. Mais Marc va nous montrer quelque chose de très intéressant ici. Merci beaucoup. Mark. Oh, yes. So we noticed that in Etude 4, as Malcolm mentioned, that there's the largest registral span is around that golden section point. So just ran the same Plotton's algorithms on the whole of book 1, and it's, as you can see here, we're plotting that where that widest pitch span is as a percentage of the whole piece. See, the pieces are different lengths, so this just enables us to compare them, the pieces, even though they're of different proportions there. So it's quite interesting to note that the pitch spans for the whole of book 1 fall in quite a narrow range there. So it does suggest that there's a clear sort of structural method that's happening as part of that process there. I've only run it on a couple of other ones, but from book 3, and didn't see there isn't that same pattern there. So it's interesting to note that that's a possible characteristic of book 1 that may not be in other places. Shall I press on, Malcolm? Yes. Yeah, please do. Yeah. Yeah. So just quickly, there's
did run some audio analysis as well. So this is on some tonal networks for each of the etudes. I'll be very quick as I'm aware we're slightly over time as well. This counts the prevalence of certain intervals. So major thirds, minor thirds, fifths. It's also counts the inversion, so fourths and fifths are equivalent. So in book one, although the register and pitch span, there were certain characteristics which we found in lots of the pieces, we didn't find that same kind of pattern or uniformity across the rest of book one. And I think this highlights some potential where these digital musicology techniques can help us. Let me see, something didn't work, never mind. So I did run this on all 18 of them, and some automated clustering here that clusters the etudes together on how closely similar they are on that harmonic data there. We can see that the etudes there, they're quite, so 4 and 3 have been clustered together as being similar harmonically. And we can see that pattern slightly here. But there's quite a difference of harmonic approach across these etudes. So now conclusions. Yes, so I will just start by saying that one of the things that came out of the analysis of the fanfare number 4, etude number 4, is that there is what might be called a normative register. In other words, the ostinato was actually pivoting around a central area which was being used more, and that was around middle C, naturally. So that is something that this type of analysis can find out quite soon by doing this numerical type of calculation. We've seen something to do with the golden mean, which was just Mark just explained. And what I'd like to say en français, comme Marc l'a illustré, le modèle informatique permet de mesurer toutes sortes de caractéristiques et de trouver des corrélations telles que caractéristiques harmoniques, tonales, intervallaires et rythmiques. Notre choix de me concentrer sur le registre est également lié à l'acte d'interprétation, la cartographie de la topographie du clavier tracée dans les études. La trajectoire des mains permet à l'interprète de chorégraphier son parcours en ajoutant la conscience à la saisie instinctive et en lui permettant d'amener l'auditeur avec lui à travers les contours de l'aigu et du grave, les expansions et les contractions spatiales, et en poussant les limites extrêmes, un processus également observé chez les compositeurs du passé, mais de plus en plus mis en avant par les compositeurs du XXe et XXIe siècle, en particulier ceux qui, comme Ligeti, ont utilisé cet aspect de manière innovante pour créer un récit musical convaincant. Merci pour écouter. Et merci à mon collègue Marc. Voilà, j'ai retrouvé mon micro. Un tout grand merci à tous les deux et merci aussi pour la volonté de communiquer en français. Voilà, un grand merci à vous et pour la qualité de votre présentation. Et je souhaite céder la parole maintenant aux participants pour interagir par rapport à ce qui a été dit sur ces études. Y a-t-il des questions ou des remarques ou des précisions? J'aimerais savoir si sur l'ensemble au moins d'un cahier, il y a une forme de logique dans au moins un domaine. On a remarqué que du point de vue
harmonique, ça n'était pas le cas. Est-ce qu'on en trouve dans d'autres domaines une forme de logique, comment dire, des schémas qui se ressembleraient d'une pièce à l'autre, ou même éventuellement sur toutes les pièces. Mark, do you get that? Sorry, would you be able to? Well, I'm wondering whether it's more directed at your discussion of the other parameters. So I don't know, is it yeah, was asking about whether there are some sort of unifying elements Yes. amongst the set, which have a sort of a coherence or a similarity base. And I think we would agree that there is. What I was trying to say was that, you know, there have been a lot of studies of these pieces, and they tend to focus on harmony, motif, cell structure, this sort of thing, and they notice certain things about register, but without sort of making huge claims about it. So I was trying to say that actually, if you look at register and space, that is one of the primary concerns of Ligeti in this piece, how the piano is used, and therefore actually you find it used in a coherent way in across the different pieces, and that's why the golden mean section was quite an interesting one, because it linked them. But that's that. But on the other front, I think there is actually the second etude is based on fifths, is accord, yes. So it's based on open fifths. So on the harmonic diagram that you saw, that actually it was the opposite of one of the other ones. Yes, Mark, can you say that? It was very much focused on the fifths and the thirds, whereas number one is focused on the other intervals. So there's a sort of logic of complementarity there. Okay. I think it's a very good question. What's found working here is that these tools allow us to answer certain questions quickly, but that also each answer gives rise to 3 or 4 new questions that you're interested in exploring. And I think that we primarily focused on register here, but I think it would be interesting to ask some other questions as well about potential commonality between the books or within them, between the pieces as well. So there are lots of other tools and techniques we could use to explore either harmonic or rhythmic or dynamic or correlations between those musical parameters as well. So I think there's lots more questions to answer. Yes. Thank you. Maybe I just want to add a comment myself. I don't want to ask it, but it's actually very exciting. I've found, but you know, Mark has been helping. It's very exciting when you can actually listen to an etude and follow the map, because it's quite a revelation, an interesting thing to do. And we think that there may be some educational potential in the use of such graphs, not only for Ligeti, but it could be for Mozart, since we brought in Mozart earlier, saying that Ligeti is the Mozart of the 20th century. Yeah, so literacy can be, I think, very much enhanced by this sort of technique. Yeah. Natalie's got a question. Yes, I will have a small question. Perhaps I can ask it in English. You spoke about Denis Boulian. He wrote an article about Ligeti's Etude number 1, and you said he already mentioned the idea of an openness movement in the first part of the piece, and then he mentioned the idea of a stabilization. And I wonder about the method
which was used by Denis Boulian, because if he had your own tools, he wouldn't have said that. So what is his methodological background in order to say to demonstrate this idea of stabilization? Yeah, that's a really good question. I mean, what's interesting is that I don't think there's any the ground rules of discussing register in a systematic way are not maybe laid as strongly as they are in discussing harmony. So you can say things. Maybe he was saying it as a performer in some way, or I don't know what he had in mind actually. But I have the same question. I had the same question because that's why I took issue with it. But who's to say that a fan? I can't remember the French word. Who's to say that that isn't a stable? I think that is actually what I was trying to say is there's a certain stability in instability. In other words, in change. In other words, the process. If the process that Ligeti is setting up is stable as a process, that is stable. Where it isn't stable is where the process itself is sort of upset or disturbed, so that he's set up this. And I think he does that quite a lot. So he'll sort of set up something and then counter it. So there seems in this one to be a type of stability in the instability of fanning out, which then is almost like has a certain tension in it. But we know that we're going somewhere eventually. So that really does give stability. But obviously, when you listen to this, and Natalie, obviously the registral placing is very important. So the bass of the piano, which has more timbral weight, let's say, maybe in the first fanning out, is less in the second fanning out. So maybe he had in mind the fact that there's more timbral cohesion in the second section. I don't know. A good question. Thank you. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Moi, juste, d'abord, merci beaucoup, Marc, pour cette approche qui, évidemment, je trouve intéressante dans ce genre de séance. Moi, je me suis plutôt centralisé sur le regard très précis de deux pièces. Et là, on a un parcours autour du premier cahier. Simplement, pour revenir à cette idée de Mozart du XXe siècle, je trouve que la première, entre autres, la première et la quatrième pièce sont terriblement révélatrices de cela. À savoir, dans la première pièce, un matériau qui est extrêmement compréhensible au départ. On a quelque chose qu'on trouve déjà chez Bartók, à savoir l'idée de deux chants pentatoniques et heptatoniques au-dessus pour les deux mains. Un processus rythmique qui au départ est extrêmement compréhensible et qui fait là aussi référence au rythme aksak, une construction de phrases extrêmement classique, vraiment, avec un premier, on va dire un premier motif, sa répétition, sa prolongation. Mais quand on entend cette musique, on ne l'entend pas de cette manière-là. Je prends aussi l'exemple de fanfare, où avec tous ces accords qu'on entend, j'avais fait l'expérience il y a quelques années dans un stage avec des jazzmen, avec tous des professionnels du jazz. Et on avait écouté le début de fanfare et je leur demandais comment ils entendaient les choses harmoniquement. Eh bien, je trouve ça assez révélateur. Ils n'entendaient pas nécessairement l'idée de la qualité des accords majeurs, mineurs. C'était devenu autre chose, en fait. C'est le traitement que Ligeti propose à travers l'harmonie dans la quatrième pièce ou le rythme dans la première, partent de choses qui sont, avec tous les guillemets qu'il faut, des lieux communs, et en même temps, ça nous donne à percevoir une musique, pour moi, inouïe et radicalement neuve. Merci. Mark, do you want to say something about that?
Oui, je voulais juste ajouter quelque chose en tant que pianiste, c'est que la première est pratiquement impossible à jouer. Elle n'a l'air de rien comme ça, techniquement, on déchiffre facilement. Enfin, c'est vraiment en tant que pianiste que je le dis. Il faut de très grands pianistes pour la jouer. Moi, je suis pas arrivée. Mais quand on veut jouer dans le mouvement, ces mélanges d'accents, etc., c'est pratiquement impossible à jouer. C'est vraiment la plus dure de toutes les pièces. Voilà, c'est tout, en tant que pianiste. Je crois que toutes les études sont assez difficiles, mais aussi le dernier, le numéro 6, avec les différents accents, comme vous dites. Non, la 6, je suis arrivée à la faire en concert. Donc, la première, je n'aurais jamais fait. La 6, c'est difficile, c'est vrai, mais on y arrive. Voilà. Je veux juste dire que dans cet entretien que j'ai dit sur la radio en BBC 3, ils discutent à la fin de 2 heures sur le jazz. Et l'intervieweur dit vous aimez le jazz? Et il dit absolument oui, beaucoup. Et c'est 5 minutes juste parler de tous les jazz pianistes qu'il aime, particulièrement Art Tatum, qu'il référence. Et il a ça dans son. Et il a juste écrit le deuxième livre dans ce temps. Alors, c'est quelque chose que c'est très. Il a un this very strong influence, yeah. But c'est très bien un peu d'essayer de jouer ça. Bien, j'aurais une dernière petite chose, une demande à faire, si tu veux bien, Michel. C'est que dans ces musiques chez Ligeti, en particulier dans les études, mais déjà avant, un petit peu, Ligeti parle souvent lui-même des influences importantes qu'ont pu avoir certains plasticiens. Il l'a souvent signalé dans ses écrits, et dans le film, il en parle aussi, que ce soit Clé ou d'autres. Et je voudrais savoir si quelqu'un, un des spécialistes de Ligeti, a eu connaissance d'un texte ou autre qui parlerait d'un autre plasticien vénézuélien absolument fantastique qui est Jésus Raphaël Soto, qui a travaillé dans le domaine de l'art cinétique, et savoir, parce que je trouve que la musique de Ligeti se rapproche quelque part du travail de Soto dans les années 80, et si quelqu'un a connaissance d'un texte ou d'une déclaration de Ligeti faisant référence à ça. Je ne vous demande pas nécessairement une réponse maintenant, mais si vous avez quelque part quelque chose qui parle de ce rapport entre Ligeti et Jésus Raphaël Soto, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, c'est donc une petite demande. Merci. Je ne sais pas s'il y en a encore parmi nous qui souhaitent, qui souhaitent intervenir. Oui. Pour les études, il parlait souvent Oui, des madame. chairs. Pardon. Pour les études, il parlait souvent du dessinateur ou peintre Escher, Oui. avec ces changements d'oiseaux qui transformaient en poissons. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était des changements petit à petit, un peu comme on le retrouve très bien dans ses études. C'est des modifications. Bon, je vous dis, un poisson qui se transforme en oiseau ou l'inverse, au moyen de petites modifications verticales, comme ça, dans le dessin. Voilà, ça, il en parlait beaucoup dans les années 80, mais peut-être que par la suite, il y a eu d'autres influences aussi, hein, bien sûr. Oui, je veux dire que dans les articles, what do you say? In the many articles that have been written about the pieces, there are so many different angles that people have taken because they're all present in these pieces. And one of them I was just looking at, which is very recent, like I think maybe 2023, was looking at the fluid mechanics. I don't know what that is in French. The study of how fluid works, you know, how liquids work, the physics of liquid and flowing. Comment l'eau qui coule, and the mechanics around that. And this article is trying to show that actually Ligeti
is the way that he uses his structure and form actually follows the laws of fluid mechanics. So it's quite an interesting and unusual angle, but I think he tries to, the author is trying to make out that Ligeti was very interested in mathematics, was very interested in nature, was and had this, that this is actually something which may be very relevant to how the music is working on us. So yeah, I think there's so many interesting angles to study.